Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre rendez-vous politique et citoyen. Nous recevons pour vous Charles Blé Goudé. À quelques semaines d'un scrutin décisif en Côte d'Ivoire, il affirme sa position. La seule voie, selon lui, pour parvenir au changement est celle des urnes. Sur quel indicateur se base-t-il pour affirmer une telle assertion? Nous en saurons davantage dans cette émission. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Sans plus tarder, nous accompagne ce soir, tout en vous souhaitant quand même une excellente semaine. Nous accompagne ce soir Élisée Boloubeu qui revient donc de maladie. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle. Vous allez mieux? Je vais mieux. Et je voudrais en tout cas profiter pour l'occasion pour dire merci à tous ces Ivoiriens-là qui ont prié pour moi, qui m'ont envoyé des messages. Et à vous aussi, en tout cas, pour votre soutien. Merci aussi. Je voudrais saluer, avec votre permission, les populations d'Odiéné, toutes les populations d'Odiéné réunies, et plus particulièrement le ministre Maître Adama Kamara, qui a su traduire, en tout cas en acte, la solidarité gouvernementale auprès des populations. Il a permis la mise sur pied de 6 PME destinées à des dames dans différents secteurs d'activité. Je pense que c'est ce qu'on demande à nos leaders politiques, impacter les populations. Et à ce titre-là, je voudrais vraiment le féliciter. Il fait beaucoup pour la région. Et j'ai eu l'occasion, en tout cas, de me rendre compte de visu et d'avoir aussi les témoignages. Merci beaucoup. Merci Élisée, nous appuyons vos félicitations. Monsieur Marius Komoy, vous revenez donc d'un séminaire à Yamoussoukro. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci Christelle. Effectivement, nous revenons d'un séminaire avec donc, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et tout le reste, j'allais dire, tous ces dérivés. Et croyez-moi, ça a été un très bon moment de partage, un très bon moment de prise de décision en vue d'une véritable lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, c'est 5000 jeunes qui meurent chaque année du tabagisme. Donc les chiffres sont effarants. Il faut bien que les pouvoirs publics réagissent. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup Marius Komo. Oui, vous faites bien donc d'avoir participé à ce séminaire et de nous donner ce chiffre important. Merci infiniment. Je viens à Daouda Koulibaly. Bonsoir Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Herman Abouan, nouveau président investi par la mutuelle de Memni. Je tenais à vous donner la parole en dernière position. Bonsoir, félicitations encore merci. Et bienvenue. Merci. En tout cas, encore une fois, juste dire merci à cette belle population de Memni qui est sortie toute unie. En tout cas, on fera de belles choses ensemble. Très bien. Et nous saluons tous ceux-là qui vous ont accompagné. Oui, voilà, je voudrais profiter, si vous me permettez. Allez-y. Je remercie particulièrement la ministre Nassene Batouré, qui n'a pas pu, vu son agenda, être là, mais qui a tout fait pour faire en sorte que cette fête-là soit belle. Et on était en communion. Elle a promis des choses à certaines femmes, aux femmes qui ont égrené quelques doléances. J'espère que sa représentante, l'honorable Trazéré, qui l'a représenté à cette cérémonie, lui a fait la commission, lui a transmis cette commission-là. Merci beaucoup. Au passage, on n'a pas pu l'accompagner, mais que les populations de Memni... Quelque chose se prépare, Marius, n'en dites pas plus. Bien sûr, bien sûr. Elle est d'une, je veux dire, délicatesse, je veux dire, élégance politique, Madame Kourenesse. Ok, très bien. Il y a eu tellement de choses qui ont été. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, nous recevons M. Charles Blé Goudé. Bonsoir, Président. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Alors, vous avez fait une conférence de presse et vous avez donc donné certains verbatims sur lesquels on va travailler avec nos amis ce soir. Vous disiez, et je vous cite, la seule voie pour parvenir au changement est celle des urnes. Mais ce qui attire mon attention, c'est cette phrase, et je la cite. Pour ma part, je crois fermement que l'opposition a de réelles chances de gagner cette élection. Sur quelle base? Comme je le disais à l'entame, sur quel indicateur vous vous appuyez pour dire si l'opposition se met ensemble, ils ont de réelles chances de prendre le pouvoir le 25 octobre? Sur la base de ce que les élections même sont. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Voilà, c'est une somme de variables. Personne ne peut jamais dire avant une élection qu'il a déjà remporté les élections. Et ce que je dis n'est rien d'autre qu'en dehors du champ politique. C'est ça qu'il faut. La politique a ceci de particulier, qu'il y a des imprévus dont il faut tenir compte. Il y a de l'inconnu dont il faut tenir compte. On peut tout à l'heure entrer dans le sujet si vous voulez. Mais moi, je crois réellement à nos chances. Puisque je suis opposant, j'ai de nos chances. Très bien. Élisée, commençons par vous. Mais
Monsieur Charles Blé Goudé, soyons concrets. Comment vous pouvez croire en vos chances quand l'opposition semble ne même pas être unie actuellement? Parce que jusque-là, ceux qui ont été retenus attendent certainement que ceux qui n'ont pas été retenus puissent lancer des appels en leur faveur, ce qui n'est toujours pas fait. Mais quand on essaie plus ou moins de regarder un peu dans le microcosme politique, surtout sur la toile, on se rend compte qu'au lieu plutôt d'aller en rang serré, les partisans des différents leaders sont à couteau tiré, notamment ceux qui sont des candidats qui n'ont pas été retenus et ceux-là qui sont des candidats retenus. Est-ce qu'avec un tel environnement, ce que vous dites là est crédible? Monsieur Élysée, je vous décevoir. Sans toutefois négliger le poids de la toile, les élections ne se passent pas sur la toile. Pourquoi vous mentionnez le point de la toile? Non, il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Sur les réseaux. C'est lui qui le dit. Il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Je le prends au mot. C'est ça. Les élections ne se passent pas sur la toile, c'est dans les urnes. Je prends juste un exemple et je vais encore revenir sur le Sénégal. Les dernières élections au Sénégal, c'est seulement le parti au pouvoir qui avait un seul candidat. L'opposition en avait 16. Ce n'est pas le parti au pouvoir on confond beaucoup de choses ici. Et quand l'opposition n'est pas unie, elle ne peut pas gagner les élections. Moi, je veux bien que l'opposition s'unisse et on va y travailler. Je ne le rejette pas. Moi-même, j'ai appelé ce matin au rassemblement. Et il ne suffit pas d'appeler au rassemblement, il faut y travailler. Et je vais y travailler. On sort d'une longue crise. Et la crise nous a dispersés tous. Chacun était impacté par l'environnement dans lequel il a atterri. Nous sommes revenus. Chacun pense pouvoir avancer sans l'autre. Mais moi, je dis ce matin, l'heure n'est plus aux polémiques, l'heure n'est plus aux accusations mutuelles. Il faut aller au rassemblement pour qu'on puisse gagner. Nous avons une partie des nôtres dont les candidatures ont été rejetées. Et il y en a d'autres dont les candidatures ont été retenues. Ceux dont les candidatures ont été rejetées, ce matin, je l'ai bien dit, je ne peux pas me réjouir de ce que ces candidatures ont été rejetées. Moi-même, ma candidature et son dossier n'ont même pas pu traverser la porte de la CPI. Ma candidature a trouvé la CEI. Ma candidature a trouvé une sépulture devant la CEI. Voilà, elle n'est même pas arrivée. Elle est morte avant le temps. Mais elle est bien morte avant le temps. J'ai fait une requête devant la commission locale à Dibéroua, c'est là que je suis inscrit. Ensuite, je suis allé à la CEI nationale, mes requêtes ont été rejetées. Je suis allé ensuite devant les tribunaux de Gagnois, parce que c'est de ce département-là que je suis. Ma requête n'a pas été entendue. J'attendais une décision politique qui n'est pas venue. Je suis réaliste. À côté de moi, il y a Simone Gbagbo qui est candidate. Elle est de l'opposition. Il y a le ministre Domelo qui est candidat. Je le connais. Il y a Jean-Luc Buyon qui est candidat. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui viennent de Jupiter. On les connaît, on connaît leur vécu, on connaît leur expérience. Certains estiment qu'ils n'ont pas de poids vis-à-vis donc du candidat de la AGP. Qui a la machine qui pèse? Qui a les indicateurs pour qu'on dise celui-là il pèse ou celui-là il ne pèse pas? Vous voyez, ça, cette manière de rabaisser les autres, ce n'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu politique. Très bien. Nous allons nous battre pour qu'on puisse créer l'union autour de ceux qui veulent bien. Et puis on va battre campagne. Herman? Monsieur Charles Blé Goudé, vous parlez d'inviter un appel au rassemblement. On l'a vu un peu dans votre intervention ce matin, de toute opposition. Est-ce que vous, dans cette opposition dont vous parlez, vous considérez le GPS de Guillaume Soro comme une opposition? Je ne veux pas analyser la question sous le prisme d'appareils politiques. Nous avons aujourd'hui des personnalités de l'opposition dont les candidatures ont été retenues. Nous les connaissons très bien. Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur vécu politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur capital politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur expérience politique? Est-ce que ces personnes ont le coffre nécessaire? Au-delà de nos petites querelles, interrogeons l'histoire de Simone Gbagbo. Je vous regarde, vous, droit dans les yeux. Vous connaissez Simone Gbagbo? Qui peut dire que cette dame n'est pas en capacité de décider pour la Côte d'Ivoire? Une dame qui est capable du pardon. Une dame qui est capable de reconnaître ce que son adversaire a fait. C'est déjà là la hauteur d'esprit d'un leader. Depuis 1990, elle est dans le marigot politique ivoirien. Domelo, tout le monde le connaît. Jean-Luc Buyon, tout le monde le connaît. Je veux dire, si on met de côté nos égos et qu'on met en face de nous les capacités des uns des autres, il n'y a pas matière à discuter. Maintenant, est-ce que le GPS est un parti politique ou pas? Ce n'est pas à moi de le décider. C'est pas la question. Si vous ressentez, vous pensez que le GPS est membre de cette opposition que vous appelez à rassembler, tout qu'on fait, même s'il n'y a pas des acteurs politiques présidents qui
qui président, qui dirigent des partis politiques, mais vous avez quand même besoin de toute l'opposition. C'est pourquoi je pose la question. Moi, je n'ai jamais fait des réunions politiques avec le GPS, pour des raisons qui sont personnelles, que j'ai déjà évoquées longuement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je parlerai aux Ivoiriens, c'est eux qui votent. Pour terminer rapidement, en 2007, vous avez fait initier la caravane, c'est la caravane de la paix, oui. Avec les forces nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts? Parce que vous avez fait cette caravane aux côtés de Cheikh Sidi Koulibaly, était aussi à vos côtés. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à reprendre cette caravane, cette sorte de caravane avec le parti au pouvoir? Est-ce que vous aurez les coups des franches ou bien vous pouvez le faire? Mais le parti au pouvoir n'a rien à faire d'une caravane de paix que je dois faire. Et puis en ce moment, nous sommes dans une période préélectorale. Les candidats sont connus, il n'y a pas de caravane de la paix à faire. Voilà, il y a des électeurs à mobiliser. Il y a des électeurs à encourager pour qu'ils partent aux élections. L'heure n'est pas à faire une caravane de la paix, c'est vraiment hors jeu, je veux dire. Très bien. Marius Komoué? Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, « Toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu ». Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligibles à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Mais donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans la le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien. À quoi faites-vous allusion alors? Voilà. Alors, et j'ai continué le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. De jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie. Relance Marius, on passe à Daouda. À dire vrai, Charles Blé Goudé fait partie des hommes politiques qui ont déjà vu le lion, pour ne pas dire eu à faire face au lion, eu égard aux événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, avec assez de recul et après des années passées hors du pays, là où toute la Côte d'Ivoire le sait, quelle est véritablement votre vision d'une nation comme la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même? Merci, Marius. Vous savez, j'ai fait 11 ans hors de ce pays. Exactement. D'abord en exil, seul. Seul parce que moi, je ne pouvais pas fréquenter les autres. Il y avait les réfugiés, il y avait une cas des réfugiés qui se fréquentaient entre eux. Et puis moi, j'étais en clandestinité. Parce que j'avais un mandat d'arrêt de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de Côte d'Ivoire contre moi. C'est ce monsieur-là qui est devant vous aujourd'hui. Et quand on est seul, il y a deux voies. Soit vous vous lamentez sur votre sort, soit vous vous construisez. Parce que ce ne sont pas toutes les douleurs qui détruisent. Il y en a qui construisent. Et moi, mon isolement m'a construit. Après donc l'étape de l'exil, je suis arrêté, conduit à la DST où j'ai fait 14 mois dans une cellule seule. J'ai eu 14 mois de réflexion. Ensuite, j'ai vais à la Cour pénale internationale où j'ai fait 8 ans. 8 ans, pour moi, c'est 8 ans de lecture, 8 ans de bilan. Parce que pour paraphraser Nelson Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan et de perspective, mais surtout un lieu de remise en cause. Je vais donc chercher les racines de mon raisonnement dans ce que d'autres pays ont déjà connu.
Les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations qui ont tiré les leçons de leur histoire, mais toutes les leçons. Je veux parler de l'Allemagne. Jugée, condamnée à Nuremberg sur son propre sol. Aucune voix au Conseil de sécurité. L'Allemagne n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est le poumon de l'économie de l'Union européenne. À partir de là, je dis, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ce que nous avons vécu? Ce que je tire, moi, comme leçon, c'est que nous ne sommes pas obligés de commettre les mêmes erreurs. Nous voulons un changement, il faut aller aux urnes. Surtout que tout le monde, je dis bien tout le monde, la plupart des leaders sont allés déposer leur candidature à la CEI. Si le Conseil constitutionnel l'avait accepté, ils auraient fait quoi? Au moment où je vous parle. Ils auraient dit non. Jubilé. Non, comme vous avez accepté. Alors, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait rien d'autre que ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des poux sur la tête des chauves comme nous. Il faut qu'on aille aux élections. Voilà ma position. Très bien. Daouda Coulibaly. Monsieur Charles Blé Goudé, vous allez me permettre un peu de trivialité, parce que je suis allé apprendre du BT à cause de vous. On m'a dit que votre vrai nom c'est Blé, ok, Goudré. C'est Blé. Blé. C'est le buffle. Le buffle au cœur de Lyon. Blé, c'est blé, c'est ça? C'est Blé. Blé, ok, c'est le buffle. Ok, les Français, ok. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, c'était pour essayer de vous mettre un peu à l'aise, parce que c'est le mot à la page en ce moment. Vous mettre à l'aise. Donc, histoire de vous mettre à l'aise. Dernièrement, vous étiez sur notre confrère à Paris, Maître Vergès, où vous avez évoqué... Vous avez parlé de Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pardon, j'ai dit Maître Vergès. Guillaume Vergès, vous a, en parlant, en discutant avec lui, parce que j'ai suivi cette interview, c'était long, mais c'était très intéressant. Vous avez dit que vous ne vous associerez jamais avec Guillaume Soro, président de l'ex-GPS, parti dissous en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans la continuité de cette non-association avec l'ex-GPS que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont soumis leur candidature et leur dossier au Conseil constitutionnel. Il y en a qui ont été rejetés, dont je comprends la douleur, et il y en a qui ont été retenus et qui peuvent être proches de nous dans l'opposition. Comment faire pour les amener à la victoire? Monsieur Daouda, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Merci. Quand vous dites cela comme ça, je vois que vous n'avez pas envie de répondre concrètement. Non, mais posez-moi une question précise sur le GPS, je vous réponds. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais répondez-moi. On va y arriver. Sinon, je suis très, très, très sincère dans ce que je dis. Je dis que moi, je ne vais pas m'asseoir avec le GPS pour qu'on puisse faire une... Mais pourquoi d'ailleurs? C'est les raisons, en fait, pourquoi? Justement, en vérité, ce que ce Guillaume Vergès, je les ai évoqués, je n'ai pas compris réellement. C'est dans l'interview avec Guillaume Vergès. À moins que vous vouliez qu'on reprenne l'interview ici. Non, pas forcément, mais moi, je n'ai pas bien compris. En fait. Vous avez fait mention d'une interview, et ceux qui n'auraient pas suivi, ce serait bon de faire des rappels. Donc, les raisons évoquées. Bien, mais comme vous insistez... J'insiste vraiment. OK. D'abord, premièrement, je dis, tout le monde peut faire une erreur. Et on doit avoir droit à ce qu'on appelle la seconde chance. Ainsi donc, le gouvernement d'antan discute avec la rébellion. Guillaume Soro est nommé Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Si. Nous nous sommes tous levés ici, on nous a invités à ce qu'on appelle la flamme de la paix, à Bouaké. Oui. Alors, où nous sommes arrivés au stade de Bouaké et les fusils ont été brûlés. Alors pour cette génération qui n'ont pas peut-être connu cette époque, on était en quelle année déjà? Nous étions en 2007. 2007, très bien. Précisément en juin, juillet 2007. Très bien. Juillet 2007. Les fusils sont donc incinérés, brûlés. Ça veut dire que tout le monde est fini, on a crié. La paix est revenue. Moi-même, j'ai organisé des artistes musiciens qui ont même fait sortir une chanson. Alors, les fusils sont brûlés. Devant les ambassadeurs, devant des chefs d'État qui sont venus, devant toutes les caméras du monde, les fusils qui ont tourné en 2011, là, c'est quitté où? Je vous demande. Alors, donc vous voyez qu'on a trompé tout le monde. C'est-à-dire? Ils ont trompé tout le monde. Ils n'avaient pas brûlé des fusils. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Sinon, ils n'auraient pas de fusils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Premier ministre dit qu'il était un homme neutre, qui organise des élections dans lesquelles il n'a aucun intérêt. Mais dans sa colère contre le président Ouattara, il nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara. Et lui devait tout faire pour que le président Ouattara soit président. Et puis lui, en retour, après il devient le successeur du président Ouattara. Si. Alors, où est passé le Premier ministre neutre qu'on nous avait promis? Ça veut dire
qu'au moment où nous, on croyait avoir affaire à quelqu'un de neutre, lui faisait cette deal dans notre dos. Résultat, plusieurs morts parce que lui devait venir. Voilà un peu ce que je considère. À partir de là, moi, je me méfie. Et j'ai le droit de me méfier, oui ou non? On relance. Je vais terminer très rapidement. Donc aujourd'hui, vous êtes résolument, vous insistez et vous dites la seule voie pour le changement, ce sont les urnes. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, une grande partie, j'ai envie de dire la partie significative, sans mépriser les autres de cette opposition-là, ils se sont mis dans un front que moi j'appelle affectueusement le front de la bagarre. Quelle analyse vous faites de cela? Moi, je respecte le choix que les autres ont de chercher leur voie. C'est leur voie, ce n'est pas la mienne. Et la voie que moi j'ai choisie, je l'ai indiquée ce matin. Et je ne vais pas faire leur bûcher pour ça. Et je ne suis pas sur ce plateau pour critiquer leur voie. Moi, j'indique que, eu égard à ce que notre pays vient de connaître, comme les différentes crises liées à l'élection que nous avons connue, il faut maintenant faire les choses autrement. Vous faites un peu de langue de bois. S'il vous plaît, il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est aller aux urnes. Voilà, ma position est claire. Très bien. En fait, je termine sur ça parce que je sais qu'à Yamoussoukro et dans d'autres villes, vous avez toujours dit que vous allez faire barrage contre tous ceux qui vont s'élever contre la Côte d'Ivoire. Or, quand vous venez sur ce plateau, vous me dites qu'ils ont choisi leur voie. Moi aussi, j'ai choisi ma voie. Pour moi, c'est un peu fait un peu de langue de bois sur la question. Soit ce que vous avez dit ailleurs, vous êtes sur le plateau devant les Ivoiriens. Et le courage de vos idées. Non, monsieur Daouda, quand je parlais devant les populations dont vous parlez, je l'ai assumé. Je suis en train de vous dire, quand on dit faire barrage, qu'est-ce que vous attendez par faire barrage? Faire barrage, ce n'est pas faire la bagarre. Faire barrage, c'est aussi, moi, soutenir mes candidats pour qu'ils gagnent. Et ma ligne aura triomphé. Ça aussi, c'est faire barrage. Très bien. Et non la bagarre. Élysée. Je ne vous suivrai pas dans ça. Élysée. Monsieur Blé Goudé, j'ai deux questions rapidement que je formule en même temps. La toute première, on vous a entendu tout le long de cet entretien, chaque fois que vous avez évoqué la question des candidats, ou du moins, peut-être que c'est un lapsus révélateur, mais on a senti très souvent dans vos propos un penchant pour Mme Simone Yves Gbagbo. Est-ce que, devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous avez pris fait et cause pour Simone Yves Gbagbo dans cette présidentielle du 25 octobre prochain? Première question. La seconde question, M. Charles Blé Goudé, regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Allez-y. Merci. La première. Sur la première question relative à mes rapports avec la présidente du MGC, Simone Gbagbo, 2 personnes vont vous répondre. 2 personnes. Est-ce qu'ils sont présents ici pour nous répondre? 2 personnes, oui. 2 personnes sont là dans un dualisme. Charles va vous répondre, le fils de Simone Gbagbo va vous répondre. En tant que fils de Simone Gbagbo, tout le monde connaît mes rapports avec elle. Donc ça, c'est Charles. Or, nous sommes dans un cadre d'élection, donc dans un cadre politique. Et maintenant, le président du COJEP va vous répondre, qui a des responsabilités, qui appartient à un parti politique qui a des instances, où il ne s'agit pas pour lui de faire prévaloir sa position personnelle. Le COJEP a été à un congrès qui a recommandé une convention au cours de laquelle le COJEP doit choisir un candidat. Nous irons à cette convention le 4 octobre. Et vous verrez qu'après cette convention, si c'est elle qui a été choisie, après avoir discuté avec elle, de quel projet elle porte, de quel projet que nous allons confronter avec le nôtre. Vous ne l'avez pas encore fait? Domaine par domaine, on n'a pas encore discuté, c'est maintenant qu'elle vient d'être choisie. Ensuite, on va rencontrer les autres candidats aussi, pour savoir quel projet ils portent. C'est à l'issue de cette discussion que nous allons faire notre choix. Ça, c'est la première question. La première question. La deuxième, vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici, elle est là en face. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas des 4 sans parler de 3. Si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat, moi j'étais en prison, moi j'étais à La Haye, c'était en 2016, j'étais en plein procès, je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement, J'ai fait cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires pour se prévaloir de leur propre turpitude. Et j'arrive. Vous voyez,
avant que je ne parte en prison, il y a une constitution, ici en Côte d'Ivoire, qui stipulait le vote à 18 ans, vous le savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants, pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de La limite d'âge, ouais. 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce qu'il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne. Pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, « Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. » Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous n'acceptez pas. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui efface les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait un mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, ce qu'en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre étude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez dû être si marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des pouces sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. 3e, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on sommes là pour ça. 3e, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, 3e mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le 3e mandat. Donc, vous avez adoubé le 3e mandat. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Le 4e, là, pourquoi vous, c'est sur mon CV, vous venez? Pour répondre. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le 4e mandat. Tout récemment, Simone Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle, oui. au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane Thiam, il s'agit de Gbagbo Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé auparavant? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va vous laisser terminer, s'il vous plaît. Quand ils sont allés déposer leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé,
Non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, en allant déposer leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Babo. Ce n'est pas juste à l'égard de Domelo. Ce n'est pas juste à l'égard de Billon. Ce n'est pas juste. Vous oubliez souvent Henriette Lagou. Pardon, ce n'est pas juste au sujet d'Henriette Lagou, que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision, donc, au total de... Moi, je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi, Charles Blé Goudé, je fais un recours devant la CEI de Djibiroua, requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour ne besoin de rêver, il faut que je passe à autre chose. Je vais donc regarder parmi la panoplie des candidats qui sont là, qui est le plus proche de moi, qui peut porter mes idées. Parce que tout est impersonnel. Voilà ma position et je n'ai rien contre personne. Mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien. Herman, vous avez la parole. J'ai rapidement 2 questions. La première, je vais vous ramener un peu à l'épisode de 2007 où vous citiez votre... 2007, où vous avez cité un peu les méfaits, on pourrait dire, de la rébellion portée, assumée par M. Guillaume Soro et qui a finalement vu avec être à la tête du gouvernement. Maintenant, malgré tout cela, tout ce que vous reprochez à Guillaume Soro en ces temps-là, il y a eu 2019, novembre 2019, où vous avez, à La Haye, fumé une sorte de calumet de la paix. Et apparemment, vous avez dit que vous pardonnez, enfin, c'était la réconciliation des 2 amis, des 2 frères des campus universitaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché après pour que vous reveniez encore cet épisode-là, à la nostalgie malheureuse de 2007? Merci Herman. Et la deuxième question, je peux emmener en même temps ou bien je peux relancer? Je voulais répondre à la première d'abord, allez-y. et vous avez la possibilité de faire la relance. Je voulais d'abord préciser sur ce plateau que je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Vous vous rappelez, je suis déjà passé ici. Avec quel monsieur? Je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Ok. Je suis déjà passé sur ce plateau, ou sur les écrans ici, vous avez fait passer des documents dans lesquels il me brocardait au moment où j'étais en prison. Vous vous rappelez ma réponse? Je dis qu'on ne se servira pas de moi pour le moquer. Parce qu'être en exil, c'est difficile et je le sais. Tout à fait. Donc ça, c'est l'être humain qui parle. Oui, Guillaume Soro et moi, nous nous sommes rencontrés à La Haye, nous avons parlé, nous avons discuté et nous nous sommes séparés, et très bien. Et c'est ce qui est bon. Mais entre l'amitié et la politique, moi j'ai tracé la frontière. Je salue Guillaume Soro. S'il était encore ici, on peut se voir. Mais on ne peut pas aller dans un accord politique. Parce qu'au moment où moi je signe l'accord politique avec lui, je ne sais pas dans quoi il est. Puisqu'il a déjà prouvé 1 ou 2 ou 3 fois. Voilà ma question. Ma position, elle est très claire. Donc, il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi tu l'as reçu? Je l'ai reçu, on a fait les bancs de l'université ensemble. Je ne renie pas mon passé. Mais je dis, on est dès là à nous asseoir pour parler d'un accord politique. Je mets ça en rapport avec ce qui s'est déjà passé. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Très bien, relance. Vous avez passé des années à la CPI. Aujourd'hui, vous parlez de leçons apprises. Concrètement, quelle faute, vous, en tant que leader politique ou acteur politique, depuis des années, vous reconnaissez avoir commise devant le peuple ivoirien? Vous savez, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Dès que vous agissez, vous pouvez vous tromper. Et surtout quand c'est une action politique qui tombe dans le domaine public. Cette action, elle est diversement appréciée. Et dans ce pays, pour certains, je suis un héros. Pour d'autres, je suis un diable. Pour certains, je suis un ange. Pour d'autres, je suis un diable. Il faut que moi, je l'admette. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans les 3 carreaux de ma roue. Je ne reste pas dans le premier carreau, qui sont mes partisans, qui sont prêts à tout pour moi. Je vais vers les hésitants, qui ne me connaissent pas réellement, je les transforme en acquis, donc des gens qui sont mes partisans, et je vais vers ceux qui ne veulent même pas entendre parler de moi pour les transformer en hésitants. Je travaille chaque jour à améliorer la liste de mes amitiés et à améliorer aussi la personnalité que je suis. Qu'est-ce que je fais que je regrette en Côte d'Ivoire? Je pense que j'aurai le temps
de revenir sur le plateau pour qu'on en parle. Pour l'instant, je pense que je jouerai un rôle très important dans la campagne qui arrive. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas partir pour le moment. Est-ce que Daouda appelait affectueusement la langue de bois? Je ne suis pas le seul à faire la langue de bois dans tous les cas. On est nombreux en Côte d'Ivoire. Donc s'il m'agite sur la ligue, ça, ce n'est pas un problème. Marius, allez-y. Marius, allez-y. Alors, vous avez dit tantôt et à l'entame de cette émission que votre propre dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 a connu donc son sépulcre à l'entrée même, pour ne pas dire au siège donc de la CEI. Que pensez-vous très concrètement que des collègues hommes politiques, et non des moindres, dans ce pays, qui ont réclamé un dialogue direct avec le régime au pouvoir, qui par la suite ont exigé une révision de la liste électorale, sans l'obtenir, qui ont également souhaité d'autres initiatives du gouvernement qui ne l'ont obtenu, mais sont allés au parrainage. Et finalement ont vu leur candidature refusée par l'instance suprême de notre juridiction au niveau national. Et qui maintenant appellent à se battre. Pensez-vous qu'une telle initiative est de bonne loi et concourt justement à l'unité nationale et à la cohésion sociale? Jugez et vous serez jugés. Je ne suis pas là pour juger les opposants. Tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, en politique, toute denrée est une réalité. Toute réalité politique est une denrée périssable. C'est un principe qu'on dit toujours. Toute réalité politique est une denrée périssable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui, dans la dynamique, peut changer demain. Et donc, moi, je peux comprendre que ceux qui ont fait cela se sont dit, OK, peut-être qu'au dernier moment, les choses pourraient changer, une décision politique pourrait intervenir, mais si nous n'avons pas posé notre candidature, sur quelle base allons-nous candidater? Certainement, c'est ce qui a été fait. Je me dis ça. Je peux essayer de rentrer dans leur tête pour voir qu'ils peuvent espérer que, OK, entre-temps, une décision politique pourrait intervenir. Malheureusement, elle n'est pas venue. Maintenant, la question c'est, que faire? Et moi, ma solution, je l'ai proposée ce matin. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller aux élections, de tout faire pour soutenir les camarades qui sont là, qu'on connaît, avec qui on a milité, on connaît leur histoire, on connaît leur expérience. Est-ce que cela peut porter notre voix, peut porter nos espoirs, peut porter nos idéaux? C'est ça qui est le plus important. Ça dit qu'en ce moment, vous êtes dans la perspective d'une unité dans l'action de l'opposition. Je suis en train de tout faire pour approcher les candidats. Est-ce que c'est possible, justement? Est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible. Nous sommes juste au début. Billon et ainsi que il y a à peine une semaine que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. N'allons pas vite à besogne. Vous savez, ce qui est sacré, c'est qu'on soit dans le secret. Et donc, je suis en train de travailler et tout ce que vous exposez, vous expose aussi. Absolument. Et donc, pour l'instant, je suis en train de travailler, mais je tiens à ce qu'il y ait un rapprochement pour que la fumée blanche puisse sortir un matin et ça pourrait faire plaisir à l'opposition. Il faut des gens pour y travailler. Je ne peux pas être seul. Ceux qui peuvent m'aider, ils peuvent aussi le faire. Daouda? Deux questions très rapidement, mais je vais poser une première question d'abord. Votre parti, le COJEP, n'a jamais fait preuve de sa force électorale dans les urnes. On est d'accord sur ce point. Donc, M. Charles Blé Goudé, sur quoi fondez-vous votre conviction pour vous dire que vos mots peuvent réellement impacter sur le scrutin électoral de 2025? Ça, c'est la première question. D'accord. Alors, vous voyez, une élection présidentielle est différente d'élections locales. En ce sens que une élection présidentielle est un rendez-vous entre une personnalité et puis un peuple, dans des circonstances données. Il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé, il ne s'agit pas du COJEP. Il s'agit des personnalités qui ont planté leur candidature et puis que Charles Blé Goudé va essayer de soutenir. Deuxièmement, on ne coule pas qu'on est handicapé. Qui est handicapé? Le COJEP a été jusque-là handicapé parce que nous étions tous recherchés, le leader n'était pas là. En Côte d'Ivoire, le leader a fait près de 70% du parti, vous le savez très bien. Les autres ont entendu que leur leader arrive, qui se réorganise. Voilà. Vous voyez aujourd'hui tous les conflits dans certains partis politiques, ça a été difficile. Donnez-moi le temps de me réorganiser. Et puis, dans quelques années, vous me donnez rendez-vous ici. Monsieur Daouda, je suis en train de construire un grand parti des masses. Je suis le seul leader
dans ce pays qui a organisé un meeting payant. On en parlera justement. Vous payez pour venir me regarder. Vous payez pour venir m'écouter. Je les mets au défi d'en faire autant. Monsieur le Président, non, on ne peut pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très bien. On va descendre, messieurs, s'il vous plaît. On va descendre, aller au journal avec Karel Dablé et on vous garde jusqu'à la fin de l'émission. Merci infiniment. À tout de suite. Les dimanches soirs, René Mariam se propose d'être votre sous-chef. On est prêt pour découvrir chez qui on va et surtout, qu'est-ce qu'on prépare? Suivez-moi. Alors, quoi de mieux que d'ouvrir la porte de votre cuisine et de partager vos recettes les plus gourmandes? Ce plat se mange très épicé. Hein. C'est vrai. Donc, on fait revenir notre sésame. Donc, on a juste ça ici. Pardon, je vais écraser mes légumes, j'enlève la tomate. À part Nandi et puis Yassa. C'est quoi le plat que tu aimes le plus cuisiner? La sauce arachide. Un rendez-vous inédit et plein de saveurs. C'est le gnangnan qui donne le côté un peu amer, oui, c'est ça? le gnangnan. Super bon. À déguster seulement sur Live TV. Et puis, chacun a le bon côté de son travail. C'est ça. Moi, mon bon côté, c'est de goûter la nourriture chez tout le monde. Retrouvez-nous dans un nouveau numéro dès dimanche prochain. Bisous. Communiquez sur vos marques, services ou événements à petit prix, c'est possible sur Live TV. Choisissez l'une de vos deux formules, la case commerciale ou portes ouvertes et boostez vos activités. Bonjour, je suis Rafésia, chargée de communication chez Enes Avenue Finder. Je suis là pour vous présenter votre nouvelle marque de maquillage appelée Olisan Beauty Accessories and Equipment. Nous faisons les crochets, les locks, tout ce que vous voulez. Et nous sommes spécialisés dans la vente des costumes hommes. Quand Papson Boutique est là, c'est la qualité. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant le service commercial au 07 10 00 78 07. Il faut juste commander et on s'occupe de vous. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Merci. Live TV, la télé sans filtre. Tout de suite sur Live TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du lundi 15 septembre 2025 qui ouvre une nouvelle semaine d'informations que nous espérons riches et fructueuses pour chacun d'entre nous. Voici à présent les titres. La semaine nationale de l'eau s'est ouverte ce lundi avec un enjeu central, la gestion durable d'une ressource de plus en plus menacée. Entre pénurie, inondations et pression démographique, les défis se multiplient. On en parle dans un instant. Et puis à l'ère du numérique, les fausses informations fragilisent nos démocraties. Manipulation de l'opinion, polarisation des débats, quels moyens pour contrer ce fléau à quelques semaines seulement des élections? Réponse dans ce journal. Et enfin, nous parlerons ce soir d'une épreuve parmi les plus difficiles, la perte d'un enfant. Quel soutien pour les parents endeuillés, psychologues, associations, tous tentent de les aider à traverser cette douleur et à retrouver peu à peu un équilibre de vie. C'est l'une des innovations de cette 10e édition de la Semaine nationale de l'eau, placée sous le signe de l'innovation et de la durabilité pour le ministère ivoirien des Eaux et Forêts. Initiatrice de cet événement, cette semaine prévue du 15 au 21 septembre prochain sera l'occasion de mettre la lumière sur les questions de l'eau en mettant l'accent sur les enjeux et les défis d'une denrée précieuse, source de vie. D'où le thème innovation technologique pour une gestion intégrée et des ressources en eau réussies en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. Plus de détails, Spencer Ilanga et Aimé Bodjié. Malgré des efforts notables, l'accès à l'eau potable reste un défi en Côte d'Ivoire, avec 84% de couverture en zone urbaine contre 79% en milieu rural en 2021. À 13 millions de personnes d'ici 2030, réhabiliter les infrastructures et sécuriser les ressources. Malgré des progrès à Boaké ou Grand Laou, la pollution due à l'orpaillage, aux rejets industriels et aux engrais menace la qualité de l'eau, notamment dans la lagune ébriée.
La 10e semaine nationale de l'eau souligne l'ambition du pays, garantir une eau sûre, accessible, grâce à des investissements et innovations. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé en termes de ressources en eau de surface environ 600 retenues, 600 barrages avec plusieurs vocations. On a une relative abondance, mais cette abondance-là est en péril parce que les activités anthropiques, c'est-à-dire les activités humaines, contribuent donc à polluer certaines de ces ressources en eau, de sorte à ce que les différents usages que nous avons, ces usages-là également sont en danger, ne sont pas suffisamment satisfaits. La Tunisie, pays invité, saisit l'occasion pour partager ses bonnes pratiques et promouvoir l'adoption nationale d'innovations technologiques en matière de gestion intégrée à l'eau, à travers un dialogue multi-acteurs sur les enjeux, réussites et opportunités d'action concrètes. Il y a beaucoup d'acquis qui ont été enregistrés au niveau d'un certain nombre de pays membres et je pense que la Côte d'Ivoire peut valoriser ces acquis-là, les adapter à ses besoins pour aller plus rapidement, comme je le disais. Donc les enjeux sont tellement importants, il y a beaucoup de pression sur la ressource et c'est pour cela qu'il faut pas essayer de réinventer la roue, mais de tirer profit des expériences des autres pays et des autres organisations. Et en cela, je salue vraiment le ministère de l'eau et des forêts qui nous a invités, qui nous a fait honneur par cette invitation pour voir ce qui se fait en la matière et dans quelle mesure la Côte d'Ivoire pourrait valoriser un certain nombre de nos acquis. Pour relever les défis de l'eau, la 10e semaine nationale mettra en avant les technologies émergentes, notamment des capteurs connectés, l'intelligence artificielle, la télédétection, les drones et solutions de traitement décentralisées, tout ceci en explorant leur potentiel d'appropriation en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, c'est un autre enjeu tout aussi crucial pour nos sociétés. La Côte d'Ivoire, en pleine période préélectorale, doit faire face à une menace croissante, les fake news. Ces informations volontairement truquées qui se multiplient sur la toile et qui risquent, si rien n'est fait, de semer doute et discrédit dans l'environnement électoral. Comment faire face à cette menace électorale? Comment certains acteurs contribuent à lutter contre ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage d'Andra Sebia Mohamed Sen, commenté par Spencer Ilanga. À l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, les fake news se multiplient en Côte d'Ivoire, alimentées par les réseaux sociaux. Fausses accusations visant le pasteur Éric Norbert Abékan ou rumeurs sur la nomination de Patrick Hachi à la vice-présidence illustre cette désinformation galopante. Membre du REPRELSI ou réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, le journaliste Mamadou Traoré, engagé dans la lutte contre le phénomène des fake news, invite les populations à la prudence en ce qui concerne les informations sur les réseaux sociaux. L'appel qu'on peut lancer aux populations, c'est d'être vigilant. Tout ce qui est sur le net n'est pas forcément net. Tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Il faut prendre le temps de vérifier si une information qui a été donnée, si cette information est vraie. Nous appelons en tout cas tous les Ivoiriens à être des bons citoyens, des citoyens bien informés et des citoyens qui informent bien leurs concitoyens en s'appuyant sur des informations vraies, des informations vérifiées par des professionnels de l'information, des professionnels des médias. En période électorale, les fake news émanent aussi bien de groupes politiques voulant discréditer leurs rivaux que d'acteurs étrangers cherchant à fragiliser le pays ou de citoyens relayant naïvement des rumeurs. Ces intox nourrissent la méfiance, exacerbent les clivages ethniques ou régionaux et peuvent même déclencher des violences post-électorales. Pour s'en protéger, il est essentiel que les populations développent des réflexes de vérification et d'esprit critique face aux informations diffusées. Ce que les citoyens doivent faire, c'est d'abord de vérifier. Il ne faut pas toujours partager une information qu'on vient de recevoir. Il faut toujours vérifier, chercher à connaître la source. Est-ce que c'est un professionnel de l'information, c'est-à-dire un journaliste qui a été formé pour informer la population? Est-ce que c'est lui qui a donné cette information? Sinon, est-ce que c'est un média de référence, un média quand même crédible qui donne l'information? Il faut éviter les sources très anonymes. Il faut éviter également les sources qui ne sont pas des sources avisées. Parce que c'est la source souvent qui pose problème. Quand on donne des informations et qu'on les
on les partage sans même les vérifier, on peut se retrouver acteur de fake news parce qu'on a divulgué des fausses informations qui peuvent avoir des répercussions que souvent nous-mêmes, on n'a pas pensé, des répercussions que nous-mêmes, on n'a pas mesurées et qui peuvent nous surprendre. La menace des fake news constitue un défi collectif au gouvernement. Médias, plateformes numériques et citoyens doivent unir leurs efforts pour préserver la démocratie et la cohésion sociale, surtout à l'approche d'un scrutin décisif pour la Côte d'Ivoire. Cap maintenant sur la scène politique nationale. À quelques semaines de la présidentielle 2025, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, s'est adressé ce lundi à ses compatriotes à travers une déclaration de presse. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité envers les personnalités recalées tout en appelant les Ivoiriens à transformer leur soif de changement en un vote massif et pacifique le 25 octobre prochain. L'ex-leader patriotique donne rendez-vous à ses partisans le 4 octobre à Yamoussoukro pour une convention où il annoncera le candidat que le COJEP va soutenir pour la présidentielle. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de son propos. Nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Pour moi, la seule voie pour parvenir au changement sans faire couler une seule goutte d'aucun Ivoirien est celle des urnes. Telle est ma conviction. Oui, certains me diront que notre système électoral n'inspire pas confiance. Leurs griefs sont légitimes. Non seulement je les partage, mais je les comprends. La question est, a-t-on une autre alternative pour parvenir à l'alternance? Ma réponse est non. Nous n'avons pas une autre alternative. J'ai fait remarquer que des dizaines d'Ivoiriens, dont des leaders d'opposition et non des moindres, ont déposé leur candidature en vue de participer à la prochaine élection présidentielle. La participation de ces personnalités à cette élection aurait été une occasion rêvée de confronter encore plus de programmes et de projets de société afin d'enrichir davantage le débat politique. Hélas, plusieurs d'entre elles ont vu leur candidature malheureusement rejetée, et je le regrette. Le fait que toutes ces personnalités aient déposé leur candidature laisse comprendre qu'en dépit de tous les griefs contre le système électoral, la classe politique ivoirienne a clairement fait le choix des urnes en vue d'obtenir l'alternance. Je salue cette logique et je m'y inscris. Car, au regard de l'histoire récente de notre pays, toute autre voie est un saut dans l'inconnu. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Pour ma part, je crois fermement que l'opposition a des réelles chances de gagner cette élection, contrairement à ce qu'on peut croire. On poursuit. Le Salon de l'Automobile d'Abidjan a fermé sa deuxième édition après 5 jours d'intenses activités, attirant plus de 26 000 visiteurs et réunissant 75 exposants présentant les dernières innovations. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre des Transports, Amadou Koné, a réaffirmé l'ambition du gouvernement, faire de ce salon un hub automobile incontournable en Afrique de l'Ouest. Plus qu'une exposition, ce rendez-vous est un levier stratégique pour moderniser les transports, rajeunir le parc automobile, améliorer la sécurité routière et réguler les prix. En marge du salon, le jeu La main de fer a sacré Adeline Collant, repartie avec un véhicule d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Refermons cette édition par le deuil périnatal, encore trop méconnu. C'est pourtant un véritable enjeu de santé publique. Clémence Kouadio-Kouassi en a fait l'expérience il y a quelques années et a décidé de créer la plateforme d'échange Mam Ange Connect pour accompagner parents et familles endeuillées. Le week-end dernier, elle a réuni ses mamans et papas lors de la 3e édition des Assises des Mam Anges. L'occasion pour elle de le 15 octobre de la journée internationale du deuil périnatal. Un sujet de Tchelina Lebonsoro commenté par Aïcha Crépi. Après la perte d'un enfant, les parents, tous deux submergés par la douleur, vivent différemment ce départ prématuré. Certains hommes ont du mal à cerner leur compagne qui peine à retrouver le cours normal de leur vie. Jean-Philippe Tano a assisté aux assises des Mam Anges afin de mieux comprendre comment soutenir son épouse.
c'est difficile en fait pour un homme de rester insensible et ne pas pouvoir en fait la soulager. S'il y avait la possibilité en fait de partager sa douleur en fait à sa place, voilà, c'est ce qu'on aimerait en fait pouvoir faire. Moi, l'objectif déjà, c'est que ma femme se sente mieux, voilà, parce que moi je suis l'homme, il faut que je sois fort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle essaie de sortir en fait de l'impasse dans laquelle on est? Honorine Loa a perdu son bébé 9 jours après sa naissance et Isabelle, endeuillée par la disparition de sa fille de 12 ans, ont trouvé dans ce cadre d'échange avec d'autres mamanges une véritable bouffée d'espoir. Grâce à ce soutien, elles ont pu briser le silence, partager leur peine et commencer à surmonter la douleur dévastatrice de la perte de leurs enfants. Franchement, c'était avec émotion que j'ai partagé ma petite histoire qui m'a fait du bien, qui m'a permis de mettre des mots sur mon mal-être. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais l'accompagner à l'école. J'ai accompagné qui à l'école? À qui je vais parler? Pour moi, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'au sortir d'ici, je vais essayer de passer à autre chose. On doit respecter la douleur, on doit respecter le moment où cette personne va vers la guérison, parce qu'on vous a dit c'est un processus. Le processus, il peut être bref, il peut être long. Cela dépendra de chacun, de ce que chacun ressent. Face à la mort, nous n'avons pas la même attitude. Lors de la 4e édition, des femmes de tout horizon, unies dans la même épreuve, se sont réunies avec coach Yoman et Odile Pohan autour du thème de la douleur à la résilience pour faire entendre la voix des mamanges et accompagner hommes et femmes dans leur deuil. Ces assises ont permis de lancer un plaidoyer pour que le 15 octobre, Journée internationale du deuil périnatal, soit célébrée en Côte d'Ivoire en hommage aux femmes qui souffrent en silence. On parle de santé maternelle au fait, on parle des femmes qui ont perdu des enfants et le programme national de la santé mentale qui fait déjà très bien son travail a un pôle qui est normalement dédié à la santé maternelle et à tout ce qui concerne les enfants. Mais pourquoi on ne célèbre pas cette journée? Pourquoi on ne parle pas de cette journée? Et ça revient à ce que je disais, le tabou. On a rendu ça tabou. On s'est dit que des bébés qu'on n'a pas connus, on n'a pas le droit de les pleurer. Clémence Kouadio-Kouassi prévoit de déposer prochainement un plaidoyer auprès du ministère de la Santé, du Sénat et d'autres institutions pour promouvoir la reconnaissance du deuil périnatal comme une question de santé publique. Elle revendique que cette cause soit reconnue et prise en compte au même titre que la journée du suicide et celle de la santé mentale. Place à l'actualité internationale qui reste chargée ce soir entre rigueur budgétaire, crise sanitaire et bouleversement politique. Du Burkina Faso qui réduit ses jours fériés à l'arrivée historique d'une femme au pouvoir au Népal, en passant par la lutte contre Ebola en RDC. Tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières avec Aïcha Crépi et Yann Esbia. 17 milliards de francs CFA, c'est le montant que la fonction publique du Burkina économisera par an. Et cela passera par l'application d'une nouvelle réforme qui devrait réduire de 11 à 15 le nombre de jours fériés chômés et payés dont bénéficient les fonctionnaires burkinabés. Les 4 jours ciblés sont la commémoration du soulèvement populaire du 3 janvier, la proclamation de l'indépendance le 5 août, la journée des martyrs le 31 octobre, date du renversement de Blaise Compaoré et le lundi de Pâques. Cette mesure est justifiée, selon les autorités, par la nécessité de soulager les finances publiques, car chaque jour chômé et payé coûte près de 4 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Pendant que Ouagadougou cherche à redresser ses finances, plus à l'est du continent, en République démocratique du Congo, une autre menace mobilise les autorités, l'épidémie d'Ebola. Cette épidémie s'est déclarée depuis début septembre 2025 dans la zone de santé de Boulapé, au centre du pays. Cette localité bénéficie déjà de 400 doses de vaccin Hervébo administrées dans le cadre d'une stratégie de vaccination en anneaux pour faire face à la propagation du virus. Le pays a reçu de l'OMS 45 000 doses de vaccins pour contenir la propagation. À cela s'ajoutent 2000 doses déjà en stock dans le pays. À ce jour, 32 cas suspects, 20 confirmés et 16 décès ont été recensés. Et en dehors de l'Afrique, c'est en Asie que l'actualité a marqué un tournant historique. Au Népal, Sushila Karki, ancienne chef de la Cour suprême, âgée de 73 ans, est devenue la première femme à diriger le pays. Elle succède à Khadga Prasad Sharma Oli, poussée à la démission après de violentes émeutes qui ont fait 51 morts et plongé le pays dans une crise sans précédent. Le Parlement a été dissous et les élections législatives anticipées sont prévues pour le 5 mars 2026. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient demain avec le 12h45 et le 19h45. Restez avec l'équipe du Grand Talk et des programmes sur Live TV. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir.
16 candidats ont été sélectionnés afin d'intégrer la Villa Mansa. Mais avant de les retrouver à la Villa, faisons ensemble une immersion dans leur univers. Je suis Tamba Silla, fondateur de Voir Drone Service, la première entreprise 100% écologique de nettoyage industriel made in Côte d'Ivoire. Nous commercialisons les manuels scolaires. Voilà. On fait sous forme de pack qui permet en fait aux clients de pouvoir bien sûr être livrés. Vous savez, Jeune Mansa, là, c'est moi-même, je lui ai dit de participer. Donc c'est le moment de te battre 2 fois, 3 fois, voire 5 fois plus. C'est la boule au ventre et sûrement le cœur en prière que les candidats à l'aventure Jeune Mansa attendent les résultats. La tension est à son comble. Les derniers candidats entrent à leur tour dans l'arène. Ils parlent avec le cœur, défendent leur vision. En tant que descendant d'une lignée de roi, je suis venu m'asseoir sur le trône de Jeune Mansa. Je viens dans la villa, c'est pour gagner. Moi, j'ai pas d'état d'esprit, je suis là pour jouer mon ballon. Aux autres candidats, soyez prêts. Tous les projets étaient magnifiques. Bravo pour les innovations, pour la persévérance, pour la persistance. Il ne suffit pas de bien parler pour être porteur d'un bon projet. Il faut pouvoir s'assurer que le projet est bancable. Je suis qualifié pour la prochaine étape. C'est un concours. Et un concours le gagne qui le mérite vraiment. Avez-vous déjà vos favoris? Lequel d'entre eux sera élu Jeune Mansa à la fin de cette compétition? Live TV, la télé sans filtre. Les dimanches soirs, René Mariam se propose d'être votre sous-chef. On est prêt pour découvrir chez qui on va et surtout, qu'est-ce qu'on prépare? Suivez-moi. Alors, quoi de mieux que d'ouvrir la porte de votre cuisine et de partager vos recettes les plus gourmandes? Donc là, c'est mange très épicé. Hein. C'est vrai. Donc, on fait revenir notre sésame. Donc, on ajoute ça ici. Pardon, je vais écraser mes légumes, j'enlève la tomate. À part Nandi et puis Yassa, c'est quoi le plat que tu aimes le plus cuisiner? La sauce arachide. En rendez-vous inédit et plein de saveurs. Le gnangnan qui donne le côté un peu amer, oui, c'est ça? le gnangnan. Super bon. À déguster seulement sur Live TV. Et puis, chacun a le bon côté de son travail. C'est ça. Moi, mon bon côté, c'est de goûter la nourriture chez tout le monde. Retrouvez-nous dans un nouveau numéro dès dimanche prochain. Bisous. Communiquez sur vos marques, services ou événements à petit prix, c'est possible sur Live TV. Choisissez l'une de vos 2 formules, la case commerciale ou portes ouvertes et boostez vos activités. Bonjour, je suis Raffesia, chargée de communication chez Enesa Venue Finder. Je suis là pour vous présenter votre nouvelle marque de maquillage appelée Olisan Beauty Accessories and Equipment. Nous faisons les crochets, les locks, tout ce que vous voulez. Et nous sommes spécialisés dans la vente des costumes hommes. Quand Papson Boutique est là, c'est la qualité. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant le service commercial au 07 10 00 78 07. Il faut juste commander et on s'occupe de vous. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Merci. Live TV, la télé sans filtre. Sur Live TV, pendant les vacances, pas de vacances. Tous les jours de la semaine, à 11h30, Nadia Sabé anime vos pauses déjeuner. Ah, l'explosif dedans, hein? Avec des moments de télé dont elle a la recette magique. Faut quitter là-bas! C'est bon, coupé, il y a quoi? Dis-nous, pourquoi c'est là? Pourquoi? Allô, on m'entend? La régie dit que ça déconne, hein? Sambé Sabé, l'émission de toutes les générations. C'est du lundi au vendredi à 11h30, uniquement sur Live TV. Live TV, la télé sans filtre.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de cette émission. Notre invité est toujours en notre compagnie. Président Charles Blé Goudet, président du COJEP, est avec nous. Herman Aboua, Daouda Koulibaly, Marius Komoé, Élisée Boloube. Avant la chute, Daouda, vous étiez sur une question à reprendre. Une deuxième question. Hein. Allez-y, je vous en prie. Parce que cette question, elle est assez directe. Et je me permettrai de vous appeler encore une fois Goudret. Ok, Goudret. On me dit que ce nom, c'est le buffle au cœur de lion, mais j'ai l'impression que le nom que vous portez, dans les faits, ce n'est pas réellement ça. Et vous êtes dans la retenue, M. Charles Blé Goudet. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché entre vous et M. Guillaume Soro, patron de l'ex-GPS? Pourquoi est-ce que je reviens dessus? C'est important. Il faut nous expliquer parce qu'on aimerait bien... Non, on aimerait bien avancer, mais M. Charles Blé Goudet est de la langue de bois, il faut qu'il nous dise la vérité. Parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un avec qui vous avez dormi, vous avez fait la fessie, tout et tout. Mais finalement, quand vous parlez de lui, il y a un grand silence. Vous vous retenez. Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qui vous a fait véritablement mal pour que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre aujourd'hui? Très bien. Allez-y. Ayez le courage de vos idées, regardez les Ivoiriens et dites-nous la vérité. Parce que vous savez, vous êtes sur le grille actuellement, sur les réseaux sociaux. Hein. Les partisans de Guillaume Soro vous ont... On va le laisser réagir. Allez-y. Non, mais ça, c'est... Je suis habitué à ça. Dès l'instant où j'ai décidé de m'investir dans cette voie, je m'attendais aussi à la réaction des partisans dont vous parlez. Lorsque une maman décide de ne pas donner à téter à son enfant la nuit, c'est qu'elle a décidé de sacrifier son sommeil. Ça, on est d'accord là-dessus. Elle et l'enfant ne dormiront pas. Mais l'enfant, lui, déjà, vous le privez de lait. Donc, lui, il va pleurer toute la nuit. Et ce sont ses pleurs qui vous fait veiller. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vais vous dire sur cette question, je suis un homme de principe. Nous, les hommes de principe, on a des problèmes avec ceux qui varient selon l'actualité, selon le moment. Pour moi, je peux m'amuser avec toi, on peut être amis, c'est impersonnel ce que je dis. Mais lorsque tes positions varient selon tes intérêts du moment, moi j'ai un problème avec ça. Je m'explique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est assez grave. Juste pour l'ambition de quelqu'un. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de roubler avec les Ivoiriens? La CEDEAO a été roulée dans la farine. Puisqu'elle croyait avoir fait un Premier ministre neutre qui organise des élections. L'Union africaine de même. L'Union européenne de même. L'ONU de même. Tout cela pensait avoir fait un Premier ministre neutre. Nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, il nous a dit, un musulman qui était là et qui était le témoin entre le président Ouattara et lui, pendant que nous, on pensait avoir fait à un Premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'y retourne plus. Donc, quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi M. Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble actuellement, le président Laurent Gbagbo et lui. Oui, mais avant qu'ils soient ensemble, je pense que... Je dis qu'il a trahi la CEDEAO, il a trahi la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Élisée Boloube. Ok, M. Charles Blé Goudet, il y a quelques semaines en arrière, vous étiez, je crois, à Katiola, si je ne me trompe pas, où vous disiez que même si, et c'est même pas même si, que vous ne soutenez pas le président Ouattara, ça c'est clair, vous êtes un opposant, mais si d'aventure il devait avoir des prises d'armes ou des voies, je dis, illégales, pour pouvoir l'enlever au pouvoir, on vous trouvera sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Ou si c'est pas ça, vous me contredisez. Hein? C'est ce que j'ai dit. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui, d'une manière ou d'une autre, devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, les positions des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné, mais en temps de pluie, ces feuilles peuvent repousser. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Et moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle.
pourquoi Charles Blé Goudé et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication. Et c'est moi qui étais à la tête. Et cette position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai rien à reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Houphouët-Boigny a été de passage. Le président Bédié a été de passage. Guy Robert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Relance Élysée. Une dernière relance. Monsieur Charles Blé Goudé, objectivement, hein, vous regardez la caméra et vous répondez. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu au cœur pour pouvoir discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser, cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien demandé. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Et on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons conçu une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça coïncidait après avec les vacances gouvernementales. On revient, on est dans les élections. Bon, peut-être que ça va se lancer ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde pour au moins apaiser l'atmosphère. Le point à l'ordre du jour de cette table ronde, selon vous, c'est quoi? Ça sera quoi? Doit-on mettre les gens qui ne sont pas sur la liste électorale? Doit-on suspendre le processus électoral pour le reporter? C'est quoi que vous mettez dans le panier de cette discussion? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas juste de dire... Je pourrais vous répondre avant la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, moi, je suis un légaliste. Je ne peux plus vous répondre. Ce serait quand même être rêvasseur de ma part de vous dire qu'après la décision du Conseil constitutionnel et avec les dates qui ont été déroulées pour aller aux élections, que nous essayerons pour mettre des gens sur les listes. Ça, moi, je pense que ce n'est plus possible. Je le voudrais, mais il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Maintenant, comment on s'accommode avec ce qui est? Nous avons des camarades qui sont sur la liste électorale, que nous connaissons très bien. Ce ne sont pas des étrangers. Simone Gbagbo, elle est connue de tout le monde. Domelo est connu de tout le monde. Buyon est connu de tout le monde. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenant s'organiser pour orienter les choses autrement. Très bien. Erwan? D'abord, quand vous citez les autres candidats, vous omettez, je ne sais pas si c'est fait haïtien, fait exprès, le nom d'Henriette Lagou, vous estimez qu'elle n'est pas forcément une candidate de l'opposition? C'est une omission ou c'est fait exprès? Non, c'est une omission. Depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore rencontrée, ni dans un meeting politique, ni dans une activité politique. Donc ça fait que ma mémoire ne s'est pas encore habituée. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre elle. Ma question maintenant, vous souhaitez de tous vos voeux à un sursaut de toute opposition, à adouber un candidat dans votre approche. Comment comptez-vous manœuvrer pour avoir cet électorat des partisans de Laurent Gbagbo qui visiblement ne sont pas prêts à adouber un candidat si ce n'est que leur leader politique? C'est normal. Ce matin, je l'ai dit. Quand on est attaché à un leader sur qui on veut porter nos voix et qui finalement est écarté de la liste électorale avec tout ce qu'il a vécu, et le résultat, c'est la frustration. Donc il faut d'abord comprendre cette frustration et puis ensemble voir comment on fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur ce plateau, vous me demandez comment je vais faire. Là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, ça ne s'expose pas. C'est pourquoi on l'appelle stratégie. Vous demandez à Coca-Cola, ils ne vous donneront jamais leur formule. Merci de la pub. Herman Relance. Je ne crois pas que Coca-Cola est pas mal, je ne crois pas qu'eux ont besoin de ça. On passe avec Marius. On sait très bien que vous avez été à la tête, et vous l'avez souligné tantôt,
de grands mouvements populaires au niveau national, et vous continuez d'ailleurs, heureusement. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos amis de l'ancienne structure à la tête de laquelle vous êtes? La Galaxie Patriotique. La Galaxie Patriotique. D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux? On a des bons rapports, c'est des rapports humains, sauf qu'on n'est plus dans le même contexte. Chacun avait quitté son mouvement et puis on s'était retrouvé là. Donc je pense que chacun est retourné à ses vieux amours. Et alors, avec le président Laurent Gbagbo, depuis votre retour de la Haye, aucune rencontre, on en a longuement parlé. Y a-t-il aujourd'hui une fumée blanche qui... Puisque vous êtes dans une position de rapprochement justement de cet électorat là. Je vous ai déjà dit que... Un rapprochement qui s'annonce? Il y a des questions que le temps règle. Seulement, pendant ces moments de froid, parce qu'une relation humaine fait partie des variables. Et comment vous vous comportez, comment vous gardez le silence pendant ces moments froids. Parce qu'autour d'un leader, il y a ceux qui pensent qu'ils occupent maintenant une place et que votre retour peut les dégager de là. Il faut prendre tout cela en compte. Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon ami, c'est un papa, c'est moi qui le dis. Donc, il peut avoir ces moments, mais il faut que moi je sache les gérer. Et puis, le jour viendra où ce qui peut l'empêcher de me voir peut baisser. Et puis, on se verra un jour. Moi, je pense que c'est à moi de faire des efforts et je continue de faire ces efforts. Parce que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un papa et puis, je veux dire, le défier. Ça veut dire quoi, vous continuez de faire ces efforts? Que faites-vous concrètement? Non, je vois ceux que je peux voir, qui sont proches de lui, qui peuvent faciliter une rencontre entre lui et moi. Parce que je ne peux pas dire que je m'en fous. Quelqu'un avec qui j'ai souffert, quelqu'un avec qui j'ai fait la prison, quelqu'un avec qui j'ai traversé tous ces moments. Cette distance, ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo autour d'une bière. Je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo au moment où il était président. J'étais le leader d'étudiants. J'ai fait la prison 11 fois. C'est ça en commun. On a ça en commun. Après, je vais en exil. Ensuite, je le retrouve à la Cour pénale internationale. Nous avons traversé des moments très difficiles. Et je pense que, j'ai toujours dit à ceux qui sont à côté de moi, il faut tout pardonner au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a tout sacrifié pour nous. Vous savez, moi j'ai eu des grands-papas. Le petit qui est à côté du grand-papa, tout ce qu'il dit, c'est ce que le grand-papa prend. J'ai eu mon père. Y compris une remise en cause des principes? Non, ce n'est pas ça. Ne l'accusez pas de ça. Non, je demande juste. C'est pas du tout. On pardonne tout, y compris une remise en cause des principes. Je demande. Hein. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ah, d'accord. Moi, je dis, moi, je lui pardonne tout. Parce que moi, je sais ce qui nous lie. Et donc, sur cette question, n'insistez pas. Je veux que ce moment-là, je sache le gérer. Et puis, un jour, si bien Dieu le veut, je veux le voir, parce que je veux le voir. La question de votre candidature, non, que dis-je, la question donc de votre inscription sur la liste électorale, pensez-vous qu'à l'état actuel des choses, c'est derrière moi. Je dis que c'est derrière moi. Il a répondu à la question. Il y a les législatives qui savent. Oui, pour le moment, c'est derrière moi. Là où je suis en ce moment, je ne réduis pas tout à ma personne. Je dis, depuis le lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel a tranché. D'accord. Et en ce moment, des personnalités de l'opposition sont dans la course. Quel rôle je joue pour les rapprocher, pour qu'on puisse gagner? Parce que je pense que l'opposition a des réelles chances de gagner ces élections si on a une bonne stratégie. Mais en ce qui vous concerne, vous n'attendez pas peut-être un petit geste du président de la République ou même du pouvoir en place? Celui qui va être élu va régler ces problèmes-là. Pour le moment, il faut donner à la Côte d'Ivoire un chef. Marius? Daouda, ne dites pas Marius, non, on ne va pas s'en sortir. Daouda, c'est bon que vous puissiez le remarquer. Oui, allez-y. Monsieur Charles Blé Goudé, moi j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité sociopolitique et je vais vous poser une question juste pour sortir très rapidement. Très récemment, il y a des bus qui ont été caillassés à Yopougon, des gens ont été arrêtés. Dernièrement, il y a le jeune activiste Ziggy Ibrahim, proche de l'épouse de votre père, Laurent Gbagbo, qui a été aussi arrêté. Une frange de la population, de l'opposition, estime que nous sommes dans un état policier. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui appellent certaines personnes à la haine, à la révolte, dans le front de la bagarre? Très bien. Réaction? Il y a un jeune homme qui a été arrêté. Et... Pas qu'un jeune homme, il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés. L'affaire est judiciarisée. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis à un moment donné, on appelle à une clémence. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et la période dans laquelle nous sommes est très sensible. Vous savez, mais quand on parle aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi il est si doux?
parce que je sais ce que c'est que la rigueur. Mais certains ne comprennent pas justement. Nous sommes dans le temps de la attitude. mesure, à partir de ce qu'on a connu, à partir de ce qu'on a vécu. Chacun a vécu et a sa propre histoire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rester dans la mesure, dans la pondération. C'est de ça que notre pays a besoin, tout le monde. Notre pays, ce n'est pas le Bénin. Notre pays, ce n'est pas le Ghana. La Côte d'Ivoire, ça a son histoire. C'est à partir de notre histoire que nous tirons des leçons. Et nous avons une posture. Donc ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut demander la clémence des autorités pour que ceux qui sont en prison puissent sortir, pour qu'on aille aux élections dans des conditions apaisées. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des amis et autres. Voilà ce que je veux dire. Et très rapidement, comme on est en train de parler des élections, si au soir du 25 octobre, l'opposition échoue encore à prendre le pouvoir, quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Et donc, pour enchérir, pour que Élysée puisse prendre la parole, en clair, est-ce que Charles Blé Goudé attend 2030 pour tenter encore cette fois sa propre chance à la présidentielle? M. Daouda, l'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. L'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. La Cour pénale internationale, considérée comme un voyage de non-retour. À côté de moi, Charles Taylor est condamné à 50 ans. À côté de moi, Bosco Tangada est condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngo Dominique est condamné à 25 ans. À côté de moi, après sa condamnation, Praliak, mon voisin, se donne la mort en s'empoisonnant. C'est de là que moi je viens. Moi, j'ai attendu un passeport qu'on obtient en 3 jours. Je l'ai attendu en 3 ans. Je suis un produit de la patience. Et c'est cette patience-là que je veux partager avec les Ivoiriens. Je foi à mes idéaux et à mes idées. Je n'ai pas là le regard sur la montre. Quand je dis qu'il est l'heure, je ne parle pas de la montre. Je parle du temps kairos, le moment venu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas ce moment venu, que dans l'attente de ce moment venu-là, finalement, qui fait que Charles Blé Goudé se donne un paragon de vertu, de personnes pour la paix et autres, et dès que l'instant qu'il aura ça, certaines personnes estiment que, comme il n'a pas encore ça, il a encore, pour parler de façon proverbiale comme vous, il a sa main dans la bouche de crocodile. Dites à ces personnes que je n'ai aucune main dans la main d'aucun crocodile. Dites-leur que ce n'est pas pour eux que je demande la paix en Côte d'Ivoire. Dites-leur que la vie de la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'eux. Dites-leur que je parle de mon pays. Dites-leur que je ne fais pas la promotion de la paix à géométrie variable. Dites-leur que j'aime ce pays. Et là où il y a l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mon ego s'efface. Je veux qu'on parte aux élections dans la tranquillité. Je veux qu'on parte aux élections dans un climat apaisé. Je veux qu'on comprenne que l'élection est un jeu. On gagne aujourd'hui, demain on perd et on revient. Je veux que ma génération puisse goûter un jour à une cérémonie de passation de charges entre un président élu et un président sortant, sans que celui le président sortant parte en prison, est au cimetière ou est en exil. Ça s'est fait au Sénégal, au Ghana et autres. Nous avons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on se donne des règles qu'on peut respecter. C'est à cela que je travaille. Ça transcende les individus et les périodes. Très bien, messieurs. Pour terminer avec notre interview avec vous, parlons un peu justement de votre initiative de faire un meeting payant, premier du genre en Côte d'Ivoire. C'était pour tester votre popularité. Si vous aviez toujours la cote, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire une reconversion des mentalités. On doit partager au-delà de ma personne. Ici, quand je suis arrivé, j'ai dit faire la politique autrement. Est-ce que les militants sont prêts aujourd'hui à financer les activités de leur parti politique? Ou est-ce que ce sont des gens qu'on ramasse comme ça au coin des rues pour les regrouper dans un rassemblement et faire croire qu'on mobilise? Moi, j'ai voulu tester ça. Est-ce que ceux qui sont avec moi sont réellement prêts? Est-ce qu'ils sont engagés? Je pense qu'ils me l'ont prouvé à Yamoussoukro. Vous aviez combien de personnes? Je suis fier. Je n'ai pas compté, mais moi, c'est à partir de la caisse que moi... Et la caisse faisait combien? 12 500 000 francs CFA. Ça fait 12 000 personnes? Voilà, c'est ça. Ça fait 12 500 personnes. Nous avons un DAF au COGEP. Non, il demande s'il y a un à qui vous avez laissé le ticket à 500 puisque c'était à 1000 francs. Il a dit 12 500 000 francs. Ah, très bien, 500 000. Tout est rond, hein? Ne vous inquiétez pas. Et donc, on a fait le point. Il y a quelques cas sociaux que nous réglons aussi. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cagnotte? Et je me suis rendu compte que pendant ce meeting, j'ai vu un jeune homme au membre supérieur coupé. Et qui est venu là. Ça m'a marqué. Wow. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai un autre qui avait le pied droit coupé aussi. Donc, je les ai invités au siège de COGEP et nous avons décidé de prendre leur prothèse en charge. Et puis, nous avons donné des enveloppes à chacun d'entre eux. Et c'est ça aussi. Ça, c'est le premier meeting payant, mais le deuxième arrive. Toujours payant? Tous les meetings que je vais faire maintenant. Tous les meetings que je vais faire. Non, on parle de Est-ce que c'est pas un pied de Vous avez vécu quand même, voilà, c'est ça. Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas un pied de nez que vous faites ou finalement
aux autres partis politiques, parce que finalement, on est toujours dans la bataille des chiffres. Or là, avec 1000 francs, 12 500, vous savez que vous avez 12 000 personnes. 12 500. Il y a même un opposant à nous, un adversaire à nous, qui a pris sa caméra, qui était parti là-bas et il s'est filmé sur son compte Facebook. Il a dit j'étais venu, je pensais que c'était la plaisanterie, mais là, on me réclame effectivement mon ticket. C'est ça le COJEP. Savez-vous que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Afrique que l'on organise un meeting au Sénégal avec Ousmane Sonko. Avec Ousmane Sonko. Cela vous a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Comme d'autres l'ont inspiré. Absolument. Bon, aussi, ça on termine avec Élisée Boloubeux. Ok. Il nous reste 1 minute. Monsieur Charles Blé Goudé, on voit aujourd'hui que vous avez un discours, une posture qui n'est vraiment pas dans la belligérance, qui a tendance à être dans la mesure. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le fait, c'est vrai, de facto, vous êtes opposant en tant que parti d'opposition, mais est-ce que vous restez fermé éventuellement à des gens du parti au pouvoir qui souhaiteraient vraiment se rapprocher de vous, comprendre un peu votre philosophie et autres? Est-ce que ça vous dit? Et quand je finis par ça, est-ce que dans votre perspective, vous entrevoyez éventuellement avoir un échange, une rencontre avec le président Ouattara? D'abord, ce sera votre dernière prise de parole. Moi, je parle à tout le monde. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. On ne peut pas vouloir faire la paix et puis se fermer à d'autres personnes. Qu'ils soient du RHDP, du PDCRDA, du PPACI ou d'autres partis politiques, ce sont des Ivoiriens. Et avec qui je parle. Et on est d'accord sur notre désaccord. Pour moi, dans le respect de nos différences, on peut construire la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le problème, si demain on voit un membre de l'opposition en train de discuter avec un membre du parti au pouvoir, c'est un traître. Cette manière de voir les choses, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça la politique. C'est pourquoi je m'avais lancé un appel aux Ivoiriens. Nous sommes à un moment très sensible de notre histoire. Nous savons en Côte d'Ivoire que l'élection ressemble aujourd'hui à une pandémie qui apparaît tous les 5 ans. Faisons l'effort de montrer que nous sommes assez intelligents. Allons à ces élections avec nos différents candidats et faisons en sorte que la violence ne prenne pas le pas sur notre avenir. Nous avons un pays à bâtir. Tout ce qu'il y a comme problème, asseyons-nous autour d'une table et réglons-le. Moi, je ne veux pas qu'un Ivoirien prenne encore des baluchons pour aller en Guinée, pour aller au Libéria ou au Ghana. Nous avons la possibilité de changer les choses. Et comme je suis opposant, pour moi, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Je viendrai vers vous pour partager avec vous ma détermination à aller au changement par les urnes. Bientôt, vous me verrez dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes. À bientôt. Merci infiniment. Nous recevions pour vous, chers téléspectateurs, Charles Blé Goudé, président du COJEP, qui a partagé avec nous sa vision justement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et évidemment son regard sur l'actualité politique. Merci d'être venu. Je vous en prie. Élisée Boloubeux, Marius Como, Herman Aboua, Daouda Coulibaly, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir et que Dieu nous garde.